Ouais, toujours. La Prends ton technologie. temps, prends ton temps. Allez, c'est parti, c'est la bonne. Hop là. Dites-moi si vous voyez correctement déjà un peu, si ça commence à s'afficher vers chez vous. Là, oui, ça commence. Ouais? Parfait. Oui, c'est bon. Oui. Merci. Euh, Bienvenue à tout le monde. En fait, on est déjà un certain nombre de personnes qui sont présentes. On est vraiment reconnaissant que vous soyez là pour partager cette réflexion avec nous et qu'on puisse partager notre projet aussi. Euh, je me présente, je m'appelle Adrienne Blatel et je suis la fondatrice puis la coordonnatrice du programme Plein Air interculturel. Certains d'entre vous connaissent déjà le programme, mais pour d'autres, c'est peut-être la première fois. Donc, je vais juste présenter très rapidement le programme. C'est un programme qui rapproche les Montréalais, Montréalaises grâce aux loisirs de plein air. Donc, des personnes, que ce soit des personnes issues de l'immigration, que ce soit des Montréalais de partout, d'ici, tout le monde est bienvenu. Et aussi, on vise à rendre les loisirs de plein air le plus accessible possible aux nouveaux arrivants, aux personnes issues de l'immigration et à tous les Montréalais, Montréalaises. On existe depuis 16 ans, puis le programme est chapeauté par deux organismes sans but lucratif montréalais. Il y a l'association récréative Milton Park, qui est d'ailleurs membre de SLIM, Sport et Loisirs de l'île de Montréal, et aussi la Maison de l'Amitié. Puis, avant d'aller plus loin, je vais juste prendre une minute pour reconnaître que notre projet s'est déroulé sur le territoire non cédé de la nation Ghanaienne-Gahaga, gardienne de ses terres et de ses eaux que nous partageons. Jojage, Montréal, a toujours été un lieu de convergence entre les peuples et ça nous touche beaucoup parce que c'est vraiment au cœur de l'esprit de notre programme de plein air interculturel. Puisqu'on parle aujourd'hui de résilience climatique et de territoire, c'est aussi un moment d'honorer les savoirs puis les pratiques des premiers peuples et qui ont habité, qui ont pris soin de ce territoire. Puis nous espérons qu'en mettant ensemble toutes nos perspectives et nos connaissances de toutes nos diverses communautés, on puisse arriver vers une relation plus juste et plus durable avec la nature. On a commencé ce projet il y a à peu près un an. Et notre motivation principale, c'était vraiment qu'on a constaté au fil des années un vrai changement dans la réalité qu'on vit sur le terrain avec nos activités de plein air qu'on organise pour nos groupes. Au départ, on était vraiment bon pour ne jamais annuler de sortie. C'était surtout moi au début, dans les années 2010, etc. Puis j'étais vraiment connue comme Madame Beau temps, mauvais temps. C'était presque une marque de commerce. Donc les gens savaient que peu importe, on y allait. Mais avec le temps, plus récemment, c'était devenu plus compliqué. Puis il y a eu des situations, des prévisions, etc., que je voyais qu'on ne gérait pas juste comme ça, que vraiment il fallait être réaliste, il fallait reporter, annuler, adapter de plus en plus. Puis ça devient de plus en plus complexe et imprévisible. Et ça a un impact aussi sur nos participants. Donc, nos participants, dont une grande partie sont nouveaux ici, qui essaient de juste connaître le climat, comment s'adapter l'hiver d'ici déjà, puis que ce soit un contexte si changeant, que même nous-mêmes, les animateurs ou les organisateurs ne saisissent pas tout à fait, ça devient vraiment compliqué. Donc, c'est ça qui nous a vraiment motivés. On voulait entamer une réflexion à ce sujet. Comment être plus résilient au niveau du climat pour les activités de plein air. Donc, quand on a vu l'appel au projet que Slim a partagé ensemble pour l'île, qui était une opportunité de travailler avec d'autres acteurs montréalais pour réaliser un projet ensemble, on a vraiment sauté sur l'occasion. Puis, on souhaite remercier Slim pour cette opportunité. Puis je dirais qu'on est content et fier de pouvoir contribuer aussi à cette réflexion ensemble. Aude, je t'avais demandé si tu voulais juste dire une phrase ou deux concernant le programme Ensemble pour l'île.
Oui, bah bonjour, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui, puis très contente de voir aussi la présentation qui va avoir lieu. Je pense que bah, je suis Aude Dubois, donc je suis conseillère en développement régional chez Sport et Loisirs de l'île de Montréal. Je m'occupe plus particulièrement des dossiers plein air, d'où ma présence aujourd'hui. Et donc je pense que la plupart d'entre vous êtes familiers avec Slim, mais c'est ça, nous on agit effectivement, on va chercher à accompagner, à stimuler un peu les milieux, donc aussi bien associatifs, municipal que de l'éducation. Et on le fait par différents moyens. Puis l'idée derrière, c'est de promouvoir l'activité physique, le loisir, le plein air et le sport. Puis dans le cadre du programme Ensemble pour l'île, ben, l'accompagnement qu'on a pu faire, ça passait par justement du soutien financier et aussi du service conseil. Puis l'objectif un petit peu de finalement de ce soutien financier-là, pour vous remettre un peu dans le contexte, c'était de permettre le développement de projets qui agissent comme des catalyseurs pour le développement. Donc, il y a différents ingrédients que vous allez retrouver dans la présentation ici, mais on voulait des projets qui soient connectés, alignés aux besoins locaux et régionaux, puisque nous, on agit plus régionalement, mais qui peuvent aller au-delà, en fait. On le voit, là, il y a des partenaires ici qui sont plus, qui travaillent plus au niveau provincial. Donc, c'était un petit peu ça. On voulait des projets aussi qui soient rassembleurs, qui puissent unir finalement différents acteurs, donc bah, aussi bien les acteurs du milieu, qui puissent renforcer la collaboration, les partenariats. Donc, vous allez le voir aussi, je pense, dans la présentation aujourd'hui. Puis dernière chose, le côté un petit peu novateur, c'était d'aller rechercher finalement des projets qui vont introduire peut-être des nouveautés, qui stimulent un petit peu justement l'engagement, l'évolution dans le domaine du sport, du loisir. Donc voilà, tous ces ingrédients-là, je pense qu'on va les retrouver dans le projet aujourd'hui. Donc je vous laisse assister à la présentation. Puis merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup, Aude. Alors, j'ai presque terminé. Je voulais juste aussi remercier nos autres partenaires. Pendant ce projet, on a eu des partenaires incluant l'équipe du Canal de la Chine de Parc Canada ainsi que GAP qui ont partagé généreusement beaucoup de leurs observations, qui ont participé à des consultations. On a eu plusieurs partenaires qui sont venus en personne à une consultation pendant le mois de mai, d'autres participants qui sont venus partager leurs avis, leurs observations, dont il y a plusieurs qui ont fait tout ça, qui sont là aujourd'hui aussi. Donc, merci sincèrement d'avoir pris le temps de nous accompagner là-dedans. Il y a aussi mes deux collègues qui sont ici aujourd'hui. Il y a Misia Lee Patti, qui est chargée de projets en plein air interculturel. Et puis, il y a aussi Robin Montagu, qui est responsable de projets formation et accompagnement en plein air et en innovation sociale avec nous. Puis juste avant de te passer la parole, Robin, on n'a pas le temps de faire un tour de table complète parce que j'ai le heureux constat de voir qu'on est quand même assez nombreux. C'est vraiment génial. Mais ce qu'on pourrait faire juste rapidement, si vous pouvez rajouter dans la conversation votre nom, votre organisme ou instance, si vous êtes associé à un organisme et votre rôle, ce serait chouette. Et comme ça, on peut juste chacun avoir une petite idée de qui est présent aujourd'hui. Donc, je vous invite à commencer à rentrer dans la conversation, si vous trouvez la conversation et si c'est accessible à tout le monde. Donc, on a Ski de Fond Montréal, on a la Société du Parc Jean-Drapeau, Arrondissement de Montréal-Nord, Arrondissement de Rosemont, Petite-Patrie, Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, les Amis de la Montagne, Rondeau Québec, La Salle, arrondissement de Verdun, Parc Canada, Canal de la Chine. J'espère que j'en manque pas. Plateau Montréal, Au Vive Québec, AEQ, Québec Oiseau, Service des Grands Parcs, Sport Montréal. Est-ce que j'ai manqué quelqu'un? Je ne sais pas, j'espère pas. Mais en tout cas, merci beaucoup. Ça donne une bonne idée de la diversité des perspectives. Il y a aussi, oui, Pierrefonds, Roxborough. En tout cas, merci pour votre présence. Puis, je vais donc inviter Robin à poursuivre la présentation.
Bonjour à tous et à toutes. C'est moi qui vais prendre le relais. Donc, mon idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter un peu ce qu'on a eu l'occasion de mettre en pratique et les constats, tout ce qu'on a pu trouver comme outils et comme possiblement formation à vous proposer derrière pour essayer de vous donner voilà, de l'outillage le plus pratique possible dans cette thématique, hein, à savoir comment adapter le plein air au mieux des réalités climatiques d'aujourd'hui. Donc vraiment l'idée de cette présentation, c'est d'essayer que ça soit vivant. On est très nombreux et nombreuses, j'en suis super heureux. Je vais essayer quand même de laisser un tout petit peu de temps, hein, on va voir un peu comment tout ça, ça va se découper, mais de laisser un tout petit peu de temps à chaque diapo si vous avez des questions, très rapidement, ou peut-être utiliser la chatbox pour vraiment pouvoir communiquer. Et puis de toute façon, hein, on verra ça aussi sur le déroulement de cette présentation. Mais enfin, vous aurez, en fin de présentation, vous allez avoir quelques minutes, ben voilà, pour en discuter, pour avoir ce retour. Parce que notre idée réellement, hein, c'est ça que je voulais surtout vous mettre en avant sur cette première diapo, c'est l'idée de ce partage qu'on a eu, de cet échange constant et de cette facilité à communiquer. Et la présentation restera dans le même domaine, il ne faut pas hésiter à nous donner un peu de retour. Donc je vais vous parler de quoi pendant 1 heure? Essentiellement, on va faire trois grands parties. La première, ça va être les constats, hein, les réalités sur le terrain. On les connaît, mais des fois, elles peuvent être abstraites. On va en reparler un peu plus en détail. Et puis après, on va se focaliser un peu sur les outils. Outils qu'on va diviser en deux parties, pour les organisations et plus pour les acteurs terrain, réellement. Et puis, on parlera aussi de la formation, hein, la formation qu'on a créée à la suite de ça. Donc c'est ça, hein. Je vous ai mis un petit découpage de temps pour que vous sachiez exactement où on se retrouve et où on va s'en aller. Comme ça vous permet d'avoir un peu de visibilité sur les grandes thématiques. Mais on en est là, c'est vraiment ça. Donc n'hésitez pas à lever la main, hein, et puis j'essaierai de prendre un peu de questionnement, ou s'il y a un point qui n'est pas clair, arrêtez-moi. Rentrons dans le vif du sujet tout de suite. Hop là. Euh, Pourquoi on a fait cette démarche, hein? Je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Adrienne, et puis je pense que vous, acteurs, actrices, et même dans plusieurs institutions, organisations, vous voyez, vous ressentez, vous vivez réellement ces problématiques de climat qui sont de plus en plus difficiles. J'entends par là vraiment toute cette instabilité, qu'elle soit sous différents enjeux. Nous, on l'a vécu, on le vit au programme plein air interculturel, et on le vit de plus en plus. C'est ça qu'on a voulu faire à travers Slim aussi, c'est de pouvoir aussi s'équiper et aussi de trouver des méthodologies pour essayer d'avoir aussi d'essayer de contrecarrer un peu ces changements et puis d'essayer de trouver notre chemin à travers ces changements. Donc, cette démarche, elle vient de plusieurs constats très simples. Déjà, les constats que tout le monde peut voir, à savoir les climats qui sont de plus en plus instables, hein. Alors, s'il y a un mot qu'il faut retenir de cette présentation, c'est de la soudaineté, hein. Tout est devenu soudain, tout change rapidement. Peut-être que l'idée, réellement, c'est qu'on a tendance à voir le réchauffement climatique et les enjeux climatiques comme un glissement un peu lent. On met des fois des cartes à des projections 10, 20, 30, 40 ans, mais en fait, c'est déjà évidemment bien marqué, on a déjà des gros problèmes. Donc, c'est ça qu'il faut se dire, c'est déjà de les incarner dès maintenant. Donc, le climat, bah, vous savez, de plus en plus, on a eu de la chance les derniers hivers, mais vous savez que dans les hivers précédents, on a eu des redoux, on a eu des pics qui étaient de plus en plus difficiles. On a de plus en plus de problèmes de pluie soudaine, d'orages violents, de tornades, enfin, de feux de forêt. Tout ça, ça nous rend de l'instabilité et il faut apprendre à réussir à s'organiser. Ça, c'est le premier constat donc sur ce qu'on vit. Et puis sur la pression organisationnelle, ça se traduit comment en fait, simplement? Bah, annulation, report, on est de plus en plus dans des arbitrages serrés où les enjeux sécuritaires commencent à être de plus en plus marqués. On a ces problématiques-là de se poser réellement la question jusqu'à où on peut aller et de jouer sur les limites. Et forcément, quand on est sur de la sécurité, c'est quelque chose qui devient malaisant en fait et ça donne de la charge mentale,
Bref, il y a aussi une baisse de la participation. Les gens ont moins envie aujourd'hui ou prennent le dernier moment pour aller s'engager dans une activité sans connaître la météo. Tout ça, ça engendre aussi des coûts et c'est aussi dans cette optique-là, hein, dans cette optique concrète d'essayer d'alléger et d'essayer de trouver des solutions pour que vous, au quotidien, bah, vous ayez aussi moins de pertes en fait dans cet aspect-ci. Et puis évidemment, qui dit pression, dit climat, dit difficulté, dit souvent des enjeux d'inclusion, parce qu'on en est toujours dans ces dimensions-là. Les contraintes climatiques engendrent toujours ces aspects-ci, ces aspects réellement de météo qui peuvent bah, aussi poser des problèmes en termes de ressenti, d'économie, de linguistique. Tout ça rentre et ça complexifie les choses. Et c'est ça qu'il faut peut-être concevoir dans cette première diapo, c'est que tous ces enjeux sont imbriqués en fait. Ça, c'est vraiment le retour de notre projet. Plus ça va, plus les exigences sont marquées et plus les activités, en gros, bah, se complexifient. C'est une complexité, plus une complexité qui rend encore les choses plus complexes à la fin. Ça, c'est aussi comment un peu on s'est un peu organisé. Dans ce projet, on avait vraiment à cœur d'essayer d'allier et théorique et remontée terrain, hein. C'est vraiment important qu'on ait ce lien-là. Ce lien aussi d'avoir ces anecdotes qu'on a tous et toutes au quotidien, mais de pouvoir les fonder sur une base scientifique. Donc on s'est organisé comme ça, avec vraiment, là vous avez un peu la méthodologie de ce projet pour ceux et celles que ça intéresse, pour mieux comprendre un peu d'où viennent nos constats et comment on applique les choses. Donc on a vraiment eu ça des début du projet, on a eu ces revues de la littérature, on a essayé de compiler tout ce qu'on a trouvé comme texte scientifique sur les changements climatiques. Puis on a eu aussi ces entretiens avec nos partenaires, hein, Adrienne en parlait tout à l'heure, qui nous ont fait des retours, qui nous ont permis de vraiment se cristalliser, hein, se dire, hein, c'est pas que nous qui ressentons ça, ah, c'est aussi les collègues, c'est aussi des réalités en fait qui nous perturbent tous. Et puis, on avait besoin aussi, hein, un peu au fur et à mesure, on en a tous besoin, bah, de formation aussi, pour mieux s'armer et mieux comprendre aussi les changements. Et évidemment, on peut pas être expert dans tous les domaines. Donc, on avait bien besoin aussi, toujours grâce à nos partenaires, d'avoir un langage plus adapté et puis avoir des connaissances plus approfondies aussi sur les réalités terrain. Ça, c'était vraiment un peu sur les bases un peu plus théoriques. Et puis après, on a commencé à essayer de mettre en pratique réellement, de tester, tout simplement. On a eu des réussites par rapport aux tests, pour tout vous dire. Puis on a eu pas des, pas des réussites, mais on a eu pas des difficultés. Mais pour vous dire, on avait pas mal misé sur les hivers qui étaient de mauvaise qualité. On pensait que les deux derniers hivers qu'on avait eus allaient être comme les précédents, c'est-à-dire avec beaucoup de redoux. Coup de chance pour nous tous et nous toutes, ça n'a pas été le cas. Mais c'est vrai que ça ne nous a pas forcément aidé à tester ce qu'on avait mis en place par rapport à des pics et des remontées d'hiver. Mais bon, peu importe, on a quand même réussi à faire ces activités tests. Voilà, ça c'est vraiment un peu comme ça qu'on l'a organisé. Puis aujourd'hui, moi, mon idée, c'est vraiment d'essayer de vous apporter quelque chose de précis pour vous aider à mieux comprendre et puis à faire ce remonté terrain qu'on a fait pour vraiment vous accompagner et vous outiller. Donc ça, c'est un peu sur comment s'organiser. Et puis sur la méthodologie, je ne sais pas si déjà vous avez, je vous dis un peu au fur et à mesure, hein, je suis un peu parti comme ça rapidement. Mais on a un peu de temps aussi. S'il y a des questions hein, sur ça, n'hésitez pas à lever la main ou à m'arrêter s'il y a des choses qui ne sont pas claires. OK? Je vais continuer. Donc, toujours dans cette idée de constat, notre idée a été d'essayer de clarifier ces constats. On parle de beaucoup de choses, on a du ressenti, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait toutes ces anecdotes qu'on a au quotidien, tous les remontées de nos collègues, mais on a essayé de classifier un peu ce qui pouvait être vraiment ces enjeux-là et ce que la science nous indiquait là-dessus. Donc, vous avez vu, j'ai mis ça en 5 grandes catégories, entre guillemets. Qui sont vraiment, on va dire, nos problématiques aujourd'hui par rapport au changement climatique. Donc, bah, la chaleur, vous la voyez.
Il y a aussi, c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément, on le voit souvent sous les feux de forêt, mais aussi la difficulté aussi pour les personnels sur place, pour les participants, de pouvoir avoir le focus attentionnel quand il fait 40 degrés et qu'il fait chaud. La question de savoir aussi l'implication, on charge en fatigue plus marquée, avec aussi ces problématiques-là. La chaleur, ça commence à être un enjeu l'été qui est réellement important. Qualité de l'air, c'est quelque chose qui aussi commence à apparaître de plus en plus. Où sont les seuils? Où on les positionne? Qu'est-ce qui est dangereux? Quelle activité adapter? Est-ce qu'on peut faire des activités qui vont être plus cardiaques ou non? Tout ça, c'est des questionnements. L'eau, vous le savez aussi, des orages de plus en plus violents pour toutes les activités nautiques, des déversements, des qualités de l'eau qui deviennent plus problématiques. L'hiver, euh, la neige, avec des variations qui peuvent aller très rapidement, des dégels, du verglas, des difficultés pour se positionner, comment se déplacer, comment s'organiser. Et puis, il y en a aussi un qu'on a tendance peut-être éventuellement, selon les réalités, à oublier aussi, c'est sur l'aspect sur la biodiversité, l'éthique, les cyanobactéries, les espèces envahissantes, tout cet environnement qui commence aussi à changer et à demander de l'adaptation de notre part, parce qu'on se retrouve avec des difficultés qui sont plus celles qu'il y avait 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Et elles ne seront pas les mêmes dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc c'est vraiment important de voir que ces enjeux-là, ces conséquences sur les milieux vont forcément amener des coûts, et puis vont amener aussi des questionnements et de la méthodologie et des protocoles. C'est un peu dans cette idée-là qu'on va discuter et avancer là-dessus. Pour ce faire, très souvent, on a vu qu'il y avait des problématiques, ou on peut avoir des problématiques sur où chercher l'information, où avoir des références efficaces, comment savoir où regarder, où sont les seuils, tout simplement. Très souvent, et encore aujourd'hui, sur certaines activités, on se réfère à l'environnement Canada, on se réfère à différentes thématiques, mais des fois, on ne trouve pas nos seuils propres au sein de nos propres activités. On vous a mis ici quelques outils de veille pour essayer de voir. Je vous le dis au cas où, je pense peut-être s'il y en a certains ou certaines qui notent, vous aurez accès à cette présentation. Donc vous allez aussi pouvoir regarder ça plus en détail. Mais c'est vraiment ça. Où regarder, où avoir des seuils. Que ce soit organisationnel ou que ce soit aussi pour les acteurs et actrices terrain, aujourd'hui, on a besoin d'informations précises et de se poser la question de se dire où je vais regarder. Parce que, d'accord, je suis conscient qu'il peut y avoir telle et telle problématique, mais où je vais pouvoir avoir une information viable. Donc, je vous ai mis ça. Il y en a peut-être d'autres. Hein. N'hésitez pas si vous avez dans la chat box des idées. C'est toujours agréable aussi. On est toujours dans une idée de partage. Peut-être d'autres éléments. C'est toujours bienvenu. On essaiera aussi de les rajouter par la suite. Toujours dans cette idée de constat, on sait qu'on a une météo qui est de plus en plus brusque. Les décisions sont de plus en plus faites dans la rapidité, même dans l'urgence. Les programmations sont toujours à moduler. Les besoins de protocole sont totalement présents aujourd'hui. Tout ça pour vous parler de quelque chose qui est essentiel, c'est la soudaineté. Euh, je pense, ou en tout cas nous, ou même tout au long de ce projet, on ne s'est pas aperçu réellement de la soudaineté de la situation. On a tendance, en tout cas je l'avais, hein, pour vous dire, j'avais cette tendance à imaginer que le changement climatique, tout le monde en est conscient, mais qu'on le voit comme un glissement un peu progressif. Il faut plus le voir en dents de scie. Un jour, ça va, ça peut durer pendant un an, et puis une autre année, ça peut être complètement chaotique. Cette vision, elle est différente en fait, parce que si on la voit comme un glissement lent, on s'y adapte, mais on a tendance à remettre pour demain des décisions importantes. C'est aujourd'hui, on le vit déjà. Aujourd'hui, c'est de pire en pire, déjà. Donc, c'est pas quelque chose qui est en train de se passer, c'est quelque chose qui est là.
Cette soudaineté et le fait de pouvoir avoir des outils et de la flexibilité rapidement, c'est plus un besoin, c'est une réalité. Nous, on est obligé aujourd'hui de pouvoir toujours faire avec des situations de plus en plus difficiles, où on essaye continuellement de s'adapter un peu sur le fait, où on a déjà tout prévu à l'avance. C'est dans cette optique-là qu'on va avancer, c'est dans l'optique de se dire euh, que c'est fait et qu'on va essayer de trouver des solutions pour vraiment avoir cette rapidité-là d'adaptation. Hop, je regarde un peu mes notes au passage. Hop. La flexibilité, donc, ce que je vous parlais, ça, ça, ça présuppose qu'elle soit organisée. C'est pour ça que dans ce constat, on s'est aussi aperçu qu'il y avait bon, de l'observation, hein, où sont les seuils, quoi regarder. Ça, c'est une chose, mais ça demande aussi où se positionner en termes d'arbitrage. D'accord, je connais les seuils, ok, mais j'en fais quoi? Je suis un acteur, une actrice d'un milieu sportif, peu importe lequel. Où je me positionne moi en tant qu'organisme, où je me positionne à me dire, d'accord, les personnes là, je vais pouvoir les emmener, là, non. Est-ce que ça correspond? Est-ce que c'est adapté? Est-ce que j'ai vu toutes les dimensions? Donc le deuxième volet qui va être important, c'est l'arbitrage. L'arbitrage paraît peut-être simple, mais c'est pas si simple que ça. On a tous vécu des situations où on hésitait. On la maintient pas, et on est à 6 heures de l'activité. Environnement Canada nous dit oui, mais j'ai un gros ciel bleu, qu'est-ce que je fais? Je me positionne sur quoi? L'arbitrage, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir avant que ça arrive et pas pendant que ça arrive. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il est important de parler. Deuxième partie aussi, dans cet arbitrage, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cet arbitrage-là? Comment on va le faire vivre? Ok, je me suis dit à tel seuil, je ne fais pas d'activité, ok, mais j'ai besoin de faire des activités. J'ai besoin aussi, moi, de pouvoir faire vivre mon organisme, et j'ai aussi des personnes qui se sont engagées dans cette action. Donc, où basculer? Comment se réorganiser? Comment basculer d'un plan B, d'un site B, les horaires B, bref, toutes les subdivisions de l'activité. C'est plus un seul plan d'activité quand on sait qu'on va avoir des problématiques de météo, c'est plusieurs plans. Une fois qu'on a vraiment mis tout ça en place, il y a aussi cette idée d'explication. On a fait beaucoup de questionnements sur nos participants et participantes. On a eu justement, grâce aussi à la CITIM, on a eu aussi ces aspects de pouvoir un peu interroger les participants, et ils nous ont tous dit plus ou moins quelque chose de simple. Euh, Si le message est clair, si je le comprends, je suis beaucoup plus amené à pouvoir, moi, m'adapter et comprendre les réalités et de vous suivre. On a tendance, peut-être, pour certains organismes, à donner de l'information, mais pas de la faire vivre. C'est important pour les gens de comprendre nos réalités terrain. Pourquoi on prend cette décision? Pourquoi on a arbitré là? Pourquoi on bascule sur un plan? Le fait de l'incarner, ça permet aussi d'avoir de la souplesse par rapport à tout ça. Et dernier point que je vous dirais aussi qu'il est important de voir avec cette petite représentation-là, c'est que c'est quelque chose qui tourne, d'accord? Une fois qu'on a fait tout ça, c'est important d'avoir ce retour et de retourner à la case première, à l'observation. Pourquoi? Parce que on a toujours des remontées aussi de nos participants qui nous ont dit: «Ah, ça a marché. Ça n'a pas marché». Les acteurs et actrices terrain peuvent aussi remonter des informations. Ça a fonctionné, ça non, ça allait trop loin. Il faut toujours réajuster et toujours avoir cette vision de cercle avec nos activités pour pouvoir aussi réajuster et de toujours avoir appris en fait de ce qui a pu se passer. C'est ça que je voulais aussi vous mettre en constat. La soudaineté, ça demande aussi d'être beaucoup plus rapide. Et on a tendance aussi à avoir besoin de plus en plus d'informer à temps, et ça dans la soudaineté. On est toujours dans ce rapport-là, ce besoin-là principal, dans l'absence de total de certitude. Ce qu'on peut être sûr, c'est de pouvoir informer le plus tôt possible. Plus on va avoir de l'information qu'on va remonter, plus nos participants nous auront remonté que oui, effectivement, ça leur fait aussi incarner la réalité. Montrer aussi qu'on est propice à proposer des plans.
hein. On n'a pas notre plan A. On parlait aussi et d'informer aussi les participants des différentes possibilités, c'est aussi voir la réalité et d'incarner aussi. On a tous pour vocation également de pouvoir amener de l'autonomie pour les personnes. On parlait aussi d'interculturalité pour nous, mais même pour vous. Toutes ces personnes-là, ce qu'on recherche quand on leur fait faire des activités, c'est souvent qu'elles soient autonomes et qu'elles puissent aussi se les accaparer. Montrer qu'il existe des plans, c'est aussi imprimer la bonne pratique de se dire que quand on va en plein air, bah, on a différents scénarios qu'on peut mettre en place et comment on va s'organiser. Et donc ça va demander bah, des équipements qui peuvent être différents. C'est plus nous qui les guidons tout le temps, c'est aussi l'idée de se dire qu'on leur amène un support pour qu'ils aient, il et elle, incarner l'activité et de se positionner en se disant, ah d'accord, il y a ce plan B parce qu'il y a telle activité à tel moment. Et puis évidemment, il ne faut pas non plus dramatiser, il faut toujours garder le côté positif d'être en nature et d'avoir aussi une tonalité qui est bah, rassurante, tout simplement, pour que les personnes puissent vraiment aussi bah, se sentir à l'aise en nature. Pourquoi? Bah, parce qu'elles ont prévu les choses et qu'elles ne se sentent pas dépourvues. Comme toute activité, quand on sait à quoi s'en tenir, on est toujours plus rassuré et on est plus propice à bien agir. Je vais un peu vite, mais encore une fois de plus, s'il y a des questions ou s'il y avait des besoins par rapport à là, n'hésitez pas à m'arrêter. Tout va bien pour le moment? Je prends. Ok, parfait. Euh, L'adaptation aussi. Elle est vue aussi par le fait que on n'est pas tous égaux par rapport à l'accès aux activités de plein air et même aux sources ou aux terrains où on pratique l'activité. Les conditions climatiques jouent aussi sur des réalités sociales qui jouent aussi, bon, nous on parle d'interculturalité, mais tout ça engendre aussi que plus la problématique de réchauffement climatique va apparaître, plus on va avoir aussi des problèmes dus à l'implication et à l'inclusion des personnes qui veulent aussi pratiquer. Pourquoi? Parce que tout ça engendre des coûts, tout ça engendre des équipements particuliers, tout ça engendre des communications. Tout ça engendre aussi du temps, du déplacement, des transports en commun. Tous ces petits aspects-ci engendrent forcément des aspects qui sont, si elles se complexifient, des aspects qui vont être bah, plus difficiles pour les personnes qui sont le plus éloignées, forcément. On est sur l'interculturalité, mais on pourrait prendre n'importe quelle personne un peu en dehors de ces activités-là. Euh, Bah oui, avoir aussi du matériel résilient et adaptatif en termes de météo, je pense essentiellement à l'hiver, mais ça pourrait être plein d'autres aspects, bah, ça engendre des coûts et les gens ne l'ont pas. Donc il faut avoir vraiment cet aspect de se dire que tout ça est intriqué dans une réalité plus complexe. Ça, c'est vraiment important de penser que l'inclusion fait aussi partie de ça. C'est aussi au centre des réalités climatiques et de cette résilience qu'il nous faut adapter. Ça, c'est un peu le constat, hein. C'était un peu l'idée de vous dire un peu le constat. Donc vraiment, pour revenir ça et pour un peu clôturer cet aspect-ci, je vous avais parlé, si vous vous rappelez, de la première diapo que je vous ai montré, un peu de la réalité terrain et des constats. Je pense que j'ai un peu fait le tour de ces aspects-ci sur, en gros, les difficultés qui sont nouvellement présentes et qui seront de plus en plus majorées avec le réchauffement climatique et ce qui s'en vient. Mais évidemment, les réalités peuvent être différentes selon où on se positionne. Vous êtes des acteurs et actrices de différents partis, hein. On peut parler d'institutions, d'organismes, d'acteurs terrain, même peut-être potentiellement de participants et participantes. Forcément, cette réalité-là ne va pas vous bousculer de la même façon. C'est pour ça que dans cette deuxième partie sur les outils, on les a divisés en quatre parties. Ok. Les organismes et les acteurs terrain, ça c'est ces deux activités-là, ces deux niveaux-là, c'est celles aujourd'hui on va le plus vraiment s'appuyer. Puis on pourrait parler aussi des participants et puis du côté éthique.
On pourrait parler de l'aspect étatique aussi, hein, on ne l'a pas mis ici parce que ça pourrait être compliqué, mais il y a des organismes aussi qui se retrouvent à être obligés d'avoir de l'adaptation au niveau de textes qui ne sont pas à la hauteur en termes de rapidité sur leur réalité. C'est aussi quelque chose qui demande de la soudaineté. On ne peut pas aujourd'hui avoir tout un organisme, tout un ensemble, du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne. Il faut que tout soit assez mobile, assez souple pour pouvoir réellement s'adapter à l'activité, aux problématiques du réchauffement climatique. Aujourd'hui, si on n'a pas cette totalité dans la maillon de chaîne d'adaptation, forcément, on va avoir des problèmes. Ça va bloquer à un moment donné parce que du participant à l'État, entre guillemets, on a plein de phases où on se réfère à. Hein, les acteurs terrain vont se référer à leur organisation, qui vont se référer à, vous avez compris la suite. Donc, pour les outils développés, on va vraiment voir ces deux aspects essentiellement, parce que c'est essentiellement les personnes qu'on a rencontrées, puis nous, qu'on connaît nos réalités aussi, à savoir les organismes et les acteurs terrain. Pour les organismes, on revient un peu à cette dimension-là, d'essayer de faire un protocole et d'organiser les idées pour qu'elles puissent être les plus résilientes possibles. D'abord, décider, hein. Il y a cette idée-là à distinguer. On a parlé des seuils, quand annuler. Ça, c'est quelque chose, il faut maintenant être plus en adéquation là-dessus. Où on annule, est-ce qu'on maintient? Et accepter aussi, je sais que c'est un crève-cœur de se dire on a prévu l'activité, on a tout organisé, mais s'il y a un doute en termes de sécurité, il n'y a pas de doute, on ne la fait pas. Mais c'est difficile, je le sais bien, ça engendre des frais, mais il faut savoir respecter ses propres seuils. Donc décider et d'être carré par rapport à ça, c'est déjà une première étape qu'il est difficile, mais qu'il est important de faire maintenant. Maintenant, une fois qu'on a décidé, on peut prévoir, c'est aussi préparer. Nous, on a mis en pratique, par exemple, beaucoup d'alternatives, des activités connexes. Si l'une ne peut pas être mise en place parce qu'il y a telle et telle activité, enfin problématique météo, hop, on a la deuxième. Exemple concret, on fait des combos sur nos marches hivernales. On parle de marche hivernale maintenant. On fait à la fois des raquettes et à la fois des crampons. Comme ça, les gens savent. Nous, l'important, c'est de les emmener en nature, de faire une activité de randonnée, de marche en plein air. Eh ben, il y a les deux possibilités. Si aujourd'hui, on a une neige qui est de qualité, on va profiter de la réalité. On ne va pas mettre des raquettes à des personnes juste pour leur mettre des raquettes. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait cette envie de se dire aussi de s'adapter par rapport aux conditions. Donc, déjà avoir des alternatives comme ça sur des possibilités, c'est déjà un bon point. Prendre une activité plus résiliente aussi, hein, je pense par exemple à la marche nordique qu'on met de plus en plus en place, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'être plus adaptatifs et aussi de rentrer ça dans une totalité. La marche nordique bah, a l'avantage je sais pas, du ski de fond, par exemple, bah, demande pas la même qualité et elle n'est pas demandeuse pareil en termes de météo que le ski de fond. Avoir ces possibilités-là, c'est déjà aussi des bonnes thématiques à essayer de les articuler. Exemple toujours, nous maintenant on met de la marche nordique sur des moments de froid, mais vu que alors la marche nordique, c'est pour ceux et celles qui ne le connaissent peut-être pas vraiment, c'est un peu du ski de fond sans neige, pour simplifier très largement. S'il y a des spécialistes en marche nordique, veuillez m'excuser. Mais pour faire simple, on va dire ça comme ça. Ça nous permet donc de travailler certaines mobilités qui sont assez connexes entre le ski de fond et la marche nordique et de pouvoir ajuster et de faire toujours une séance de ski de fond en hiver, mais de pouvoir avoir toujours cette idée de se retrouver, de pratiquer et d'avoir et de gagner en mobilité dans la même activité. C'est quelque chose qu'on a testé par exemple, ou qu'on essaye de tester de plus en plus, d'essayer de mettre en place ces activités-là. Et enfin, on a aussi des activités qui peuvent être plus résilientes. Je vous donne un exemple toujours. On a fait des activités qui sont des activités tout simplement de sans neige et sans ski. Oui, exact. C'est vrai qu'on le fait avec la marche nordique, on oublie les skis, sinon ça va paraître un peu bizarre. Mais effectivement, merci. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, on a mis aussi des cycles d'activités qui sont plus résilientes. On va, par exemple, faire des activités dans les parcs. On a prévu un calendrier
de différentes activités. Je m'explique. On a 6 mardis où les gens se rencontrent. Sur ces 6 mardis, on ne leur dit pas le mardi où ils vont. Enfin, on leur dit le mardi, le jour même, quelle activité ils vont faire pour le jour même. On leur a donné un pack d'activités, un pack de choses à faire, mais on leur a pas dit mardi, telle date, ça sera telle activité. On s'adapte chaque mardi. Je ne sais pas si je suis très clair avec mon histoire de mardi, mais au pire, on pourra revenir un peu plus tard. Mais ces idées d'adaptation, de trouver, d'innovation, en fait, pour se préparer, c'est vraiment essentiel. Ça vient aussi, on en a parlé, sur de la communication. Communiquer, on s'est aperçu vraiment que ça jouait beaucoup, qu'on était aussi, par exemple, je vous donne des exemples aussi un peu plus vivants pour un peu se détacher de ça. Sur le canot camping, on a souvent eu des problématiques, on fait du canot camping avec nos participants, mais des fois, sur le dernier moment, on ne sait pas, parce qu'on peut avoir du vent, on peut avoir des problématiques, on ne sait pas comment l'adapter. Le problème, c'est que bah, vous êtes tous conscients de ça, on a investi des coûts, on a fait des réservations, on a pris des locations de véhicules. Donc on se retrouve un petit peu dans une situation malaisante parce que bah, jusqu'à où on peut la tenir sans non plus perdre de l'argent et comment l'organiser. Tout ça pour vous dire que quand on a commencé à interroger nos participants et participantes, on s'est aperçu qu'en leur expliquant les choses, en leur expliquant vraiment, en faisant incarner nos réalités, ils étaient des fois même propices à accepter de ne pas se faire rembourser, tout simplement, parce qu'ils comprennent nos réalités. Et ils comprennent que, bah oui, ça engendre ça, ou de se faire rembourser, mais une partie. Ce qui nous permet de ne pas forcément perdre la totalité de l'argent qu'on a investi. Le fait de communiquer ce que je veux juste vous dire simplement, avec des messages clairs et en faisant incarner les gens, en leur faisant comprendre la réalité, ça peut être vraiment gagnant, parce que ça peut aussi faire en sorte de casser et avoir cette idée de ne pas trop perdre en coût. Les gens ont besoin de comprendre, ils sont comme nous tous et toutes, on a besoin de comprendre pour faire. Si on leur dit juste un message lapidaire en mode activité annulée, euh, ça crée de la frustration. Expliquez le pourquoi. Expliquez que, en gros, on a veillé, on a regardé les veilles, que là, ça engendre trop de problèmes de sécurité que pour eux, et que dans notre ADN d'organisation, on ne prendra pas ce risque-là, et que c'est pourquoi on fait ça. Et pourquoi on va organiser autre chose après, ça c'est gagné. Ça, c'est vraiment important de le souligner. Et puis, il y a documenter. Plus ça va aller, plus ça va être compliqué. Mais il y a des années aussi où on va être reposé. L'hiver qu'on a eu en fait partie. On se retrouve à avoir des hivers qui sont de plus en plus chaotiques, dans le sens aussi où il y en a, ils sont super. C'était un très bon hiver cette année. Oui, mais l'année prochaine, on fait quoi? Donc documenter quand ça ne va pas, ça permettra aussi pour les ressources humaines peut-être futures ou autres d'avoir du support et pas se retrouver un hiver à se dire bah, cet hiver c'est l'apocalypse et en même temps bah, j'ai pas d'informations, qu'est-ce que je dois faire? C'est important de documenter et d'avoir donc des seuils toujours à disposition. Donc ça c'est vraiment aussi quelque chose qui est remonté. Et puis d'inclure, hein, pour bien comprendre aussi comment agir et sur comment bien agir, bah avoir, mais ça je pense que vous le faites aussi, les retours des participants, intégrer aussi les problématiques, essayer de comprendre la réalité des gens, c'est aussi le mieux, au mieux s'adapter. Je donne un exemple très très simple, mais pour que vous compreniez un peu pour illustrer ça. Toujours dans nos consultations, on a demandé une question bête, mais une question qui nous a un peu paru un peu rigolote dans les réponses, c'est de savoir c'est quand pour vous les saisons? Les saisons, c'est à partir de quand? On n'a pas le temps, vous êtes une trentaine de personnes, mais je suis sûr que si je vous demandais aujourd'hui les dates des saisons, je serais curieux de savoir comment vous définissez les saisons. Les personnes qui viennent de différentes cultures n'ont pas la même définition des saisons que vous ou autres. Oui, mais nous, on fait des plannings par rapport à ça. Si ça colle pas, les plannings, et qu'on parle de planning hivernal, alors que les gens bah, se sentent encore au printemps ou peu importe, ou que ça coïncide pas avec la réalité terrain, ça va pas leur parler en fait. Il y a une réalité qui change aussi sur les saisons et des activités qui sont aussi adaptées. Souvent, par exemple, nos plannings sont des plannings qui sont issus d'activités depuis toujours et on ne les remet pas en question parce que bah, les saisons, bah, c'est les saisons. Oui, mais les saisons, pour vous, c'est pas les saisons pour moi, c'est pas les saisons pour quelqu'un d'autre. Et donc, d'avoir un peu cette modularité peut permettre d'avoir plus accès à de l'inclusion et à intégrer les personnes.
Ça, c'était vraiment sur les organismes. Sur les acteurs terrain, souvent, bon, il peut avoir ce détachement qu'il y a entre l'organisme et les acteurs terrain. L'organisme va organiser, hein, on s'entend bien, va structurer, va essayer de remonter, va créer des protocoles, des seuils, ok. Mais il y a quelqu'un sur le terrain qui doit les faire vivre, qui doit prendre des décisions et qui doit être actif. Dans cette idée-là, on a vraiment essayé de faire très simple, mais à la fois efficace sur ce qu'il est bon de mettre en place pour un acteur ou une actrice terrain, tout en faisant simple, parce qu'on n'a pas le temps non plus de prendre des notes incroyablement. Bah, ça paraît simple, mais le fait de le mettre sous un protocole comme ça permet aussi de structurer. Qu'est-ce qu'on fait? Sur quoi on s'appuie quand on va prendre notre décision? Il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. Jusque-là, on est OK. Lire les conditions, faire une grille simple. Alors les grilles, c'est vraiment à vous en termes de réalité terrain. On a plusieurs idées de grilles à vous éventuellement proposer, mais dans la formation, on verra que le mieux, on s'est aperçu avec le temps, c'est de pouvoir s'adapter à vos réalités terrain. Faire une grille pour dire, je ne sais pas, des codes couleurs, des grilles avec des questions, des grilles avec, on en a pensé à plusieurs, mais c'est aussi en fait le mieux, c'est de pouvoir la construire avec vous, de vous aider à vous construire ces grilles-là, ou que vous le fassiez dans vos organismes, de se dire quelle est pour moi ma réalité qu'il faut que je prenne en considération. Quelle est la grille qu'il faut que je mette à disposition de mes acteurs et mes actrices terrain, une grille simple de choses à cocher. C'est ça qui va permettre d'aider à prendre la décision. Donc ça peut être vraiment des questions. Est-ce que le milieu est sécuritaire? Est-ce que les gens sont en état de poursuivre? Est-ce que l'équipement est adapté? Juste des oui, des non. Bref. On verra ça un peu sur le volet formation, mais c'est vraiment dans cette optique-là. Et puis connaître aussi pour les personnes, bah oui, informer, même si il fait beau temps, même s'il fait, il n'y a pas de raison qu'il y ait le plan B qui soit activé, entre guillemets, bah le connaître, c'est une bonne chose. Et donc, de pouvoir ajuster, répondre aux besoins, expliquer et rassurer, tout ça, ça va faire partie aussi de cette posture que les gens doivent avoir sur le terrain. Enfin, dernier point est vraiment important aussi, toujours réalimenter, hein. On note ce qui a marché, on signale les difficultés, même les ressentis. Des fois, ça peut être, voilà, les gens commencent à fatiguer de plus en plus, on a besoin de zones d'ombre dans notre randonnée, on a besoin de pauses, et il faut un parc où on ait accès à l'eau. Je vous parle essentiellement de l'été, mais on pourrait parler d'autres saisons. Tout ça, ça peut permettre de créer une fiche qui peut permettre que l'activité soit plus résiliente. Dernier petit point sur les deux aspects, vraiment. Je vous en ai parlé au tout début sur les 4 dimensions. Euh, on a parlé d'outils éthiques, mais la façon de parler, d'interpréter encore les sécurités, la transparence, tout ça, où est l'information, comment je peux l'intégrer, comment je peux la comprendre, tout ça, c'est propre aussi à chaque personne, avec ses propres lunettes culturelles ou son bagage, peu importe lequel. Et ça, c'est important aussi de pouvoir avoir une documentation précise, mais simple, accessible. Si elle n'est pas là, simple, accessible, on va avoir des problèmes dans le fait de s'impliquer dans l'activité. Pour les participants, encore, je vous le répète, euh, pour vivre ça, ils ont besoin, eux, de le comprendre. C'est vraiment l'essentiel. Aujourd'hui, ça nous touche de vraiment, comme toute activité, comprendre ce qu'on fait. Ça permet de l'incarner et ça permet aussi d'être empathique avec nos réalités terrain. Et être empathique aussi, ça permet aussi d'être acteur quelque part parce que on se rend compte des difficultés que l'autre, l'organisateur, le guide, l'organisme, peu importe, est confronté. Et ça nous permet aussi de se dire, bah, moi, oui, d'accord. J'ai été annulé sur telle et telle activité, d'accord. Mais oui, je comprends. C'est pas facile aussi. On le fait pour ma sécurité, d'accord. Il y a des besoins d'équipement. Si on le dit, on est gagnant. Parce que sinon, les gens, de toute façon, avec les tendances qu'on a relevées un peu plus, c'est que les participants prennent leurs décisions au dernier moment, en fait. Donc, si derrière, on leur explique que on ne peut pas faire tout le temps que du dernier moment et qu'il faut aussi que nous, on puisse organiser, pour pouvoir organiser des activités de qualité, ça demande une explication. Donc, c'est aussi important d'intégrer les participants là-dedans, toujours de toute façon. J'arrive vers vous. Hop. Tout ça, c'était pour vous parler un petit peu, hein, je vois que l'heure avance, j'essaye d'aller un peu plus vite,
euh, de tout ce qu'on a un peu relevé sur le terrain, de vous faire une présentation. On pourrait, et on va pouvoir, hein, je vous rappelle qu'il reste un peu de temps à la fin pour que vous ayez des questions et de remonter tout ça. Mais nous, dans notre idée, vraiment, ça a été d'essayer de trouver du sur-mesure. On s'est aperçu qu'en fait, sur beaucoup de points, il était important de comprendre la réalité et qu'une réalité n'est pas une autre. Justement, l'idée de l'adaptation, c'est de pouvoir s'adapter à des réalités changeantes. Dans cette idée-là, on a mis en avant et on a construit, et on construit encore une formation. Donc c'était pour vous en parler un petit peu, pour vous dire que tout ça, c'est aussi dans cette optique-là qu'on l'a fait et que bah, elle s'adapte à vous. Elle est pour vraiment vous aider à trouver ces protocoles, ces moments de décision, de trouver tout ce qui peut vous aider structurellement et organisationnellement à pas perdre en cours, en fait, et à garder en clarté aussi. On a testé différents messages d'annulation, par exemple. On a essayé de faire des tests, d'essayer de vous apporter ça pour vous aider à vraiment être voilà, le plus bah, j'allais dire résilient, mais le plus adaptatif par rapport à la situation. On pourra en revenir toujours sur les questionnements. Je vous réponds, là, c'est encore le contenu de la formation. Je vous rappelle que de toute façon, cette présentation, vous allez avoir accès dessus. Donc, vous allez pouvoir voir un peu plus en détail chaque aspect. Mais c'est ça, c'est vraiment essayer de répondre à vos réalités. On a fait un tour des présentations très rapidement tout à l'heure, mais on s'est aperçu quand on a commencé à faire notre table de concertation que bah, ce n'était pas les mêmes réalités selon tel et tel acteur, actrice, et qu'on avait aussi bah, des choses qui pouvaient différer, et donc un outillage en rapport à la réalité que vivent les gens. Elle sert à ça, cette formation. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Elle sert à vraiment amener ces 6 étapes-là pour vous dans vos organismes ou en tant qu'acteur terrain, de comprendre, de décider, de communiquer, d'inclure, d'outiller et d'apprendre. C'est vraiment ces termes clés-là qu'on abordera lors d'une formation plus approfondie, mais que j'ai essayé aussi de vous mettre dans cette présentation de comprendre que les seuils peuvent être importantes et qu'il faut les prendre en compte. Mais pour ça, il faut savoir de quoi on parle. De décider, oui, ça veut dire que je décide à où je m'arrête. Quand là, ça ne devient pas sécuritaire. Et si ça ne devient pas sécuritaire, qu'est-ce que je fais? Plan A, plan B, plan C. Quels sont les protocoles par site? Où sont, s'il y a vraiment quelque chose qui devient problématique, les endroits où je peux me replier? Quels sont les protocoles par site? Tout ça, c'est aussi décidé. Communiquer avec les participants. Nous, on parle aussi beaucoup de cet aspect interculturel qui nous tient à cœur, qui fait partie de notre ADN. Mais pour vous aussi, évidemment, c'est des réalités pour toutes les personnes. Communiquer, expliquer et rassurer, c'est vraiment essentiel. Outiller le terrain. On parlait des grilles tout à l'heure, de lecture des conditions, de posture. Tous ces aspects-ci, c'est des choses qu'on aborderait plus en détail dans cette formation-là. Et puis aussi à créer de la documentation, d'améliorer et de mutualiser les connaissances. On a fait ces concertations-là avec nos partenaires, mais même vous, même tout à l'heure, quand on en parlera, on est très attaché à l'intelligence collective et de se dire qu'on est tous là pour s'apporter des choses et de se trouver des bonnes solutions aussi. Donc, dans cette idée de partage, tout à l'heure, on va avoir ce moment d'échange, dans une vingtaine de minutes de questions-réponses, mais aussi, vous, n'hésitez pas à partager les uns les autres si vous avez des choses qui ont été, en gros, entre guillemets, bah, des bonnes solutions à ça. Ça, c'est ce qu'on pouvait parler, c'est un peu ce que j'ai répété dans la slide précédente. C'est vraiment qu'est-ce qu'on peut apporter. Mais j'ai essayé de le dire aussi en différents temps, à court terme, à moyen terme et à long terme, en fait. Euh, tous ces aspects-là, c'est de terminer sur vraiment le concret, entre guillemets. En quoi ça peut vraiment vous aider. Donc la formation, c'est un peu ça, mais ce que la présentation aussi a pour vocation, c'est d'essayer de rendre ça un peu plus simple. Parce que des fois, sur des points où on a l'impression qu'on a déjà tout organisé, on s'aperçoit qu'on peut avoir des angles morts. Nous, notre idée, c'est vraiment d'essayer de vous apporter des solutions concrètes à ces angles morts. Donc c'est un peu ça pour cet aspect-ci. À partir de maintenant,
On arrive un peu à la fin de cette présentation. J'espère qu'elle n'a pas été assommante. Mais mon idée maintenant, c'est surtout d'avoir quelque chose d'un peu moins formel et qu'on puisse discuter et échanger. Vu qu'on est nombreux et nombreuses, on va essayer d'organiser ça avec l'aide d'Adrienne et avec l'aide de Mésia, mes deux collègues, pour essayer de vraiment répondre à vos questions. Ce que je vous inviterai à faire déjà dans un premier temps, c'est si vous avez des remarques, questions ou autres, levez la main et puis on va essayer de prendre au fur et à mesure les personnes qui lèvent la main en premier pour pouvoir avoir ben voilà, ce retour-là. Voilà. Je vous laisse un peu, si vous avez des choses à dire ou à poser comme question sur cette présentation. On est là pour ça. Personne veut prendre la parole? N'hésitez pas, hein, vraiment, l'idée, c'est aussi que ça soit participatif. Ça peut être aussi, je comprends que prendre la parole, c'est pas forcément évident. Ça peut être aussi dans la chatbox. Oui, Jean-Luc? On t'entend pas, Jean-Luc, le micro. Et déjà, je vais commencer, comme ça va. Merci, Jean-Luc. D'abord, première chose, merci pour la présentation. C'est très agréable d'avoir des outils qui sont de présentation qui sont compréhensibles et simples et à la fois qui vont droit au but, hein. Je pense qu'on avait eu, je m'avais participé à l'activité de réflexion, puis c'est très clair ce qui est amené. Puis ça rejoint beaucoup, enfin en tant que fédération de plein air, les compétences que nous aussi on développe de notre côté, puis ça crée des ponts entre les contenus que les différents organismes peuvent développer pour la population avec ce qui est amené. Donc, ça a été très bien mené. Puis, le cheminement et les explications sont très claires, Robin, et félicitations à tout le monde. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si je peux mentionner, en fait, soit si vous avez bien sûr des questions concernant la présentation de Robin, mais autrement, si vous avez même des questionnements vous-même concernant votre propre adaptation au changement climatique ou peut-être un partage d'un exemple qui était soit un bon exemple ou soit un exemple difficile, n'hésitez pas, c'est un moment de partage, donc ça peut être riche aussi de faire rejoindre certains points qui ont été abordés avec votre réalité. Mais pour rebondir vraiment sur... Ah, Damien? Ben, par exemple, une réalité que j'ai vécue cet hiver avec le dégel, c'était l'entrée des stations de prêt d'équipement qu'on a dans les parcs qui étaient inondées. Donc, pour les citoyens, c'est vraiment pas agréable, puis même pour l'employé qui est là aussi. Puis, on n'a pas particulièrement d'outils pour régler ce genre de situation qui finalement pourrait être réglé si on avait moindrement un petit outillage là, pour ce genre de situation-là. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui ont eu des situations similaires, mais moi, c'est quelque chose qui m'a affecté là, cet hiver, en fin d'hiver. Je ne sais pas si une personne veut prendre un peu la suite sur cette réalité-là, sur des inondations. Donc, si j'ai bien compris, des inondations sur l'accessible. Ouais, l'accès, c'est ça. Ouais. Il y a des projections des fois aussi. Alexandre, oui? Oui, ben nous, c'est au sujet là, des visites qu'on fait à la caverne de Saint-Léonard. Essentiellement, nous, quand on reçoit des groupes écoles qui sont près de 60 ou 50 environ là, pour une journée complète, ben, tu sais, là, déjà, là, on a eu des enjeux là, dans le passé là, par rapport lorsqu'il y a eu des pluies. Nos activités en extérieur, tu sais, sont prévues pour qu'il fasse beau, là, essentiellement. Bien que quand on est dans la caverne, il n'y a pas de problème, mais en extérieur, là, il y a peut-être un enjeu aussi sur l'utilisation des espaces. Nos locaux ne sont pas adaptés pour accueillir 50 ou 60 personnes à la fois en une journée. Tout le monde en même temps quand il pleut dehors. Et tu sais, c'est ces questionnements-là aussi là, que
que je vois venir là, pour la prochaine saison puis pour les saisons à venir, là, étant donné que justement, là, je m'attends que ce genre de situation arrive plus souvent. Puis, tu sais, en soi, est-ce qu'on peut utiliser l'extérieur quand il pleut? Même, je pense pas qu'ils vont aimer ça, par contre, là, les jeunes, là, quand il pleut dehors. Puis, ils pourraient aimer ça aussi, mais tu sais, comment on pourrait utiliser cet événement-là s'il pleut beaucoup? Mais là, quand ça devient dangereux, qu'est-ce qu'on fait? On reste tout à l'intérieur, puis là, on est tous pognés à l'intérieur. Bref, c'est le genre aussi de questionnement-là là, qu'on doit se pencher là, pour les prochaines saisons. Pour rebondir un peu sur les protocoles, vous avez un peu, j'imagine, et c'est vrai que l'activité est particulière, et sur la sécurité, j'imagine, comme toutes les activités, c'est très marqué, mais vous avez essayé de chercher des protocoles, des solutions un peu sur cette dimension-là, où on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place s'il pleut, Ben, ou c'est quelque chose que vous réfléchissez tout juste. là, on réfléchit encore aujourd'hui, mais tu sais, définitivement, là, le plus gros enjeu là-dessus, c'est l'espace qui est disponible dans nos locaux d'accueil pour tous les grands groupes. Donc, tu sais, c'est qu'on pourrait réutiliser, là, mais là, ça vient dans des discussions qu'on aurait là, avec l'arrondissement de Saint-Léonard, où on pourrait utiliser d'autres locaux ou du moins un espace beaucoup plus grand pour faire des activités à l'intérieur même du pavillon d'accueil. Donc, tu sais, ça serait une piste de solution. Là, c'est pas encore en place, mais est-ce qu'il y aurait aussi d'autres outils, d'autres manières, d'autres choses à prévoir là, qu'on pourrait faire pour ces grands groupes-là? Peut-être que c'est juste vraiment, là, il faut se décider, puis non, on ne peut pas faire des groupes de 50 à partir de maintenant, lorsque il y a des pluies diluviennes. Bon, en tout cas, c'est des choses là qu'il faut qu'on garde de notre côté aussi. Dernier point, puis après, je laisserai la parole à Simon. Là, il y a aussi la communication, tu sais, l'adaptation, les moments aussi de se dire à quel moment on maintient l'activité, comment on l'adapte, et ainsi de suite. Des fois, ça peut être aussi des éléments tu sais, à revoir ou à ajuster. Je sais que vous avez sûrement dû y penser, mais sur ces aspects-ci, l'aspect, quand on a commencé tu sais, à vraiment faire ce projet, on ne pensait pas que l'impact de la communication était aussi important en termes vraiment de ça et de faire que les participants incarnent ça et nous fassent les remontées, ça peut vraiment être gagnant. Simon, oui? Moi, j'ai apprécié la présentation. J'ai trouvé qu'il y avait plusieurs choses très intéressantes à l'intérieur. Quelque chose, moi, que je veux qu'on considère aussi de notre côté, c'est, j'aime bien la marche nordique, mais comme fédération de ski de fond, ça ne peut pas être la seule chose sur laquelle on se rabattrait. Puis une chose qui est sûre, c'est qu'il y a des solutions en adaptation pour les changements climatiques qui existent, qu'on regarde, qu'on réfléchit, mais ça prend éventuellement des investissements, ça prend aussi des infrastructures. Puis tout ça, ça sera considéré aussi dans une zone là, parce que c'est bien beau de dire, ben, au lieu de faire du ski de fond, on va faire de la marche nordique, mais encore, est-ce qu'on aimerait ça maximiser la possibilité de faire du ski de fond pendant une période, donc d'avoir un meilleur couvert de neige, d'avoir des endroits qui sont plus sûrs, d'avoir des endroits qui communiquent mieux, peut-être les ouvertures, les entretiens, etc. Donc, ça fait partie, nous autres, de nos préoccupations. Ce n'est pas une question, mais c'est un constat général. Non, mais tu fais bien de parler de ça, Simon, parce qu'il y a un autre aspect que je n'ai pas abordé en fait et qu'on j'aurais pu mettre en avant, c'est aussi le côté équipementier. S'équiper et d'avoir des skis qui peuvent être plus résilients, trouver des solutions pour être plus résilients, aussi les saisons, à d'autres moments de pouvoir faire du ski, tout ça, ça joue aussi sur les équipements. Le synthétique ou différentes parties, on peut aussi adapter en termes d'urbanisme, mais là c'est vrai que ça devient plus au niveau de la province, comment s'organiser. Mais il y a des solutions aussi, des fois, qui peuvent être aussi des solutions techniques, simples, hein. Et c'est sûr que l'idée n'est pas de se dire, voilà, on va supprimer ou remplacer telle et telle activité. Il faut essayer d'être adaptatif, il faut essayer de trouver des solutions, mais des fois, on peut aller piocher aussi sur l'équipement. L'équipement, les nouveaux skis, les nouvelles techniques, les nouvelles technologies qui peuvent permettre de maintenir quand même une activité. Seul truc à penser là, dans cet aspect-ci, c'est toujours, on parlait d'inclusion. Ah, tout ça, ça engendre des coûts souvent. Et des fois, oui, avoir un terrain synthétique ou des nouveaux skis, faut avoir l'idée aussi de se dire, c'est toujours important de pouvoir inclure tout le monde. Mais oui, l'idée n'est pas non plus de remplacer. C'est d'essayer de s'adapter. Nathalie, je crois que c'était à toi.
Oui, oui. Je veux juste partager en fait une initiative d'adaptation qu'on a eue au parc Jean-Drapeau, tout en ayant en tête la préservation des ressources, donc la ressource eau, avec notre paroi d'escalade de glace. Donc, on a eu ces questionnements-là. Est-ce qu'on la maintient pas avec les gels des gels? Et ce qu'on a eu comme initiative cette année, c'est de demander à l'organisme qui collabore avec nous de réduire de moitié sa consommation d'eau et de bien communiquer quand la paroi de glace était ouverte ou pas. Puis, on a été chanceux cette année, ça s'est bien maintenu. Il y a eu quelques journées, je crois, là, qui ont été, ça a été non accessible, mais ça nous a permis de maintenir cette activité-là tout en préservant la ressource parce qu'on a vraiment la volonté aussi de réduire notre consommation d'eau potable. Donc, je trouve que c'est une belle initiative à partager. Merci beaucoup, Nathalie. Surtout que oui, il y avait aussi cette idée-là au tout début, hein, pour te dire, pour vous dire, dans l'ADN du projet, c'est aussi que nous, acteurs, on n'est pas forcément, qu'on essaye de minimiser notre impact aussi sur ça, parce qu'on fait partie du problème. Et il faut être clair aussi en allant tout le temps dans plus la neige est haute, plus on va aller chercher en voiture loin, plus on va utiliser de ressources, plus on va aussi faire partie du souci. Donc avoir aussi et c'est vrai qu'on peut le faire au niveau des organisations, donc ça dépend à quel niveau. L'idée d'optimiser et de toujours être plus résilient par rapport aux ressources et d'essayer de trouver des solutions pour avoir un impact le plus minime possible, bah, c'est aussi une partie de ce projet-là, d'essayer aussi d'être résilient. Pas faire partir du problème. Nous, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, on essaye toujours de faire des activités en transport en commun quand on peut. Ça dépend des réalités. On est bien d'accord qu'on n'a pas tous les mêmes réalités et les mêmes enjeux. Mais quand on peut, bah oui, c'est aussi une pierre à l'édifice pour permettre de pouvoir continuer à faire des activités. Préserver les ressources, on fait partie. Merci. Frédéric? Oui, ben en fait, il y a des questions, des commentaires mélangés là-dedans. Mhm. La première, je veux mettre l'emphase sur quelque chose. S'adapter ne veut pas dire jeter l'éponge. On est rendu vite à abandonner certains sports. Les plus belles journées de ski de fond, c'est souvent en haut de zéro avec des skis préparés au clister. Il fait 10 degrés dehors. C'est les plus belles. Dans la tête des gens, ah, on est en haut de zéro, on ne skie plus. Je trouve ça dommage. Puis cette année, on l'a vécu à l'inverse. On l'a vécu au froid. Des gens qui ont annulé des sorties avec des enfants parce qu'il faisait -17, -18. Ben, je suis allé skier à -34 avec des jeunes. Il n'y a personne qui est mort. On est rendu douillet. Puis ça, c'est notre faute un peu aux adultes et aux organisations de pas pousser l'enveloppe un peu. Là. Si on s'en va à Coujouac, on leur dit qu'ils ne peuvent pas sortir dehors quand il fait plus froid que -16, on va faire rire de nous. Là. Les humains sont des bêtes très polyvalentes et adaptables. Là. Donc, il faut s'en servir. Mon deuxième point, c'était, puis ça rejoint le commentaire sur l'utilisation de l'eau. Il ne faut pas oublier que quand on parle d'infrastructure collective, l'impact, c'est presque rien, puis il faut le voir dans un contexte global. J'ai calculé les émissions de GES et d'utilisation d'eau potable de créer une piste enneigée artificiellement d'1 kilomètre de ski de fond. Ben, ça émet moins de GES qu'une seule voiture qui monte au Mont-Tremblant. Fait que s'il y a une famille qui dit on va aller skier au domaine Saint-Bernard parce qu'à Montréal, il n'y a plus moyen de skier, ben, tu n'as pollué plus que faire une piste de ski à Montréal d'1 kilomètre complètement à partir de zéro avec des canons à neige. Fait que, tu sais, il faut voir les choses dans le big picture. Là. C'est beau d'essayer de réduire l'impact de nos initiatives locales, mais si ça fait que les gens se déplacent, on vient de se planter royalement. Fait que l'adaptation, ça passe aussi, à mon avis, par beaucoup de tricks technologiques qui, à première vue, peuvent être vus très négativement, mais que si on les regarde dans leur ensemble, finalement, c'est la chose à faire. On a des voisins nord-européens, milieu d'Européens qui ont déjà 20 ans d'avance, qui ont malheureusement vécu ces changements-là avant nous. Il faut regarder ce qui se fait chez eux. Donc, c'est pas vraiment des questions, c'est plus des constats spécifiques à mon sport, mais faut pas se gêner pour utiliser des trucs technologiques, même si on n'aime pas les artifices, c'est souvent moins grave que la contrepartie. Merci Frédéric. Mésia, tu voulais répondre en Oui. particulier ou tu... Oui, je t'écoute. On t'écoute. Je voulais juste répondre, je trouve, je suis en accord pour plus spécifiquement par rapport quand on fait les activités, à quelle température, même si c'est surtout dans les extrêmes, le froid et le chaud, plus dans notre expérience avec le plein air interculturel, comme Adrien l'avait mentionné, on essaie toujours
de garder l'esprit de beau temps, mauvais temps pour nos activités, éviter les annulations. Mais un aspect qui est un peu plus difficile, surtout sur le côté interculturel et avec les nouveaux arrivants, c'est s'assurer que les gens sont vraiment équipés pour les météos on va être dedans. Donc, souvent, par exemple, cet hiver, c'était l'exemple parfait. On avait vraiment, nous, on fait beaucoup de cours de ski en soirée. Donc là, la météo baisse quand même beaucoup. Et on a vu que souvent, les gens ne viennent pas équipés pour vraiment pratiquer ces activités en sécurité. Et puisque nous, on a l'expérience, on peut voir ça avant de sortir dehors et voir, OK, nous, on a aussi l'occasion de pouvoir prêter des équipements disons des pantalons de neige, des foulards, des chapeaux, tout ça pour couvrir la peau. Mais c'est vraiment ça nous a montré qu'il y a quand même beaucoup à savoir pour pouvoir pratiquer dans ces conditions, mais c'est à nous de pouvoir partager nos connaissances pour bien équiper les gens, pour qu'ils sachent vraiment comment continuer et que pour un, c'est possible de continuer de pratiquer dans ces conditions, surtout que ça va devenir de plus en plus souvent, mais deux, que comment le faire en sécurité pour qu'on n'ait pas des accidents. Donc, je trouvais que c'est un point intéressant que tu as apporté. Donc, c'était ça. Ouais, puis pour rebondir, totalement d'accord, l'idée, c'est pas non plus de supprimer les activités, je vous dirais. Pour nous, ce qui serait important, alors là, on parle de l'idéal, hein, c'est de pouvoir aussi de faire, en gros, d'adapter aussi les activités quand elles sont les plus optimum. Les journées de neige et de ski de fond, il y en aura. La question, c'est de se dire, on l'a prévu un mardi, bah oui, le mardi, là, on a des mauvaises conditions. Peut-être de le repousser, d'essayer d'être adaptatif. En gros, tout simplement, faire comme quand nous, on fait nos pratiques pour les pratiquants et pratiquantes, se dire, bah là, cette fin de semaine-là, vu la qualité de la neige, il faut que j'en profite. Et d'essayer d'avoir cette soudaineté aussi, de cette possibilité de s'adapter. Je sais que c'est compliqué dans les organismes, je le conçois parfaitement, et c'est vrai que ça demande des solutions. Mais l'idée de se dire qu'on en profite, l'idée c'est bien d'en profiter, mais d'essayer d'en profiter justement quand la nature elle-même fait déjà le bon travail. Se dire qu'on peut prendre cette possibilité-là, c'est aussi un idéal. J'entends bien un idéal. On ne peut pas tous avoir cette faculté d'adaptation et d'adaptivité, entre guillemets. Mais c'est aussi quelque chose, là, on a eu des saisons, on a eu une saison très bonne pour le ski de fond. Ben, ça veut dire que peut-être notre planning cette année va vraiment être axé là-dessus pour vraiment en profiter, parce que ça serait dommage de ne pas en profiter. À d'autres moments, bah, les conditions sont peut-être un peu moins là. On fait aussi pour que ce soit agréable avec les conditions et pas contre les conditions. C'est ce qu'on essaye de faire le maximum. Et puis, dernier point, la communication et l'optimisation des ressources. Ça veut aussi dire, bah, effectivement, on va essayer de trouver la moins pire des solutions des fois. Ça peut être une idée, toujours en se disant qu'on a aussi à limiter notre impact, nous tous et toutes, là-dessus. Mais c'était juste pour rebondir. Mais oui, effectivement. Est-ce qu'il y avait une autre question? Ah, Damien? Oui, aussi, je voulais parler d'un autre enjeu qu'on avait remarqué de notre côté, c'était la rétention de personnel. Dans le fond, si on coupe trop souvent, surtout dans des périodes où peut-être ils travaillent juste les fins de semaine, par exemple, ben, ça vient vite des heures de couper pour eux, puis ça peut faire en sorte qu'ils sont moins intéressés à revenir les autres saisons d'après. Donc, pour nous, des fois, on préfère rester ouvert, même si on sait que cette journée-là, ben, il va pas faire beau, puis il n'y aura aucun client. On reste quand même ouvert, on assure une présence. Ça fait un peu de promotion, mais aussi c'est vraiment dans l'idée de garder notre personnel puis de leur donner des heures de travail quand même. Donc, dans les changements climatiques, c'était quelque chose que je pense qui est aussi à prendre en compte, là, l'impact sur le personnel puis sur leur heure quotidienne aussi, là. Oui, effectivement. Et puis, je te dirais, même pour revenir aussi là-dessus, et même pour revenir aussi sur ce qui a été dit précédemment, des fois aussi trouver des activités bonus. Je m'entends. Nous, par exemple, sur la raquette à neige, quand il y a vraiment des mauvaises conditions, on garde aussi tout un volet sur le patrimoine, qu'est-ce que ça apporte, le matériel, expliquer tout en détail, où on trouvait, enfin bref, amener un autre contenu qui fait partie de la pratique, mais qui peut se faire avec des conditions moins bonnes. Ça permet d'avoir l'activité, d'avoir que l'activité ait lieu et de ne pas fermer non plus à ces moments-là. C'est juste une activité qu'on se met toujours dans nos cycles, une activité bonus où on sait que de toute façon on va avoir un problème et on va aller piocher dans cette activité-là. Et à ce moment-là, on va parler plus du matériel, la sensibilisation, les raquettes et tout cet aspect aussi qui fait partie du patrimoine de l'activité.
Je pense au ski de fond, il y a aussi beaucoup au niveau du patrimoine. Donc, des fois aussi, faire ces petites activités connexes, de se garder un peu ce petit bonus-là, permet d'être résilient et permet aussi de rester ouvert. Est-ce qu'il y avait une autre... Oui, Adrienne? Oui, en fait, je voulais mentionner pendant les consultations, je me rappelle que Gap avait expliqué une activité de survie qu'ils avaient développée et ils pouvaient parler de techniques de survie dans la nature et c'était pas très important quelles conditions de météo étaient présentes. Donc, par exemple, si c'était en hiver, ils pouvaient le faire en raquette s'il y avait de la neige, mais ils pouvaient aussi juste le faire à pied ou sans raquette ou pas impliquer la neige s'il n'y avait pas de neige. Donc, c'était une chouette euh, adaptation et c'était une belle activité qu'ils avaient mis sur pied qui était vraiment très résiliente à la base. Puis, juste l'autre chose, une observation, je sais que c'est assez évident, mais pendant que tout le monde a partagé leurs exemples et leurs questionnements, ça m'est venu à l'esprit que toutes les activités qu'on organise ici à Montréal, comme la caverne, l'escalade de glace, le ski de fond à Montréal. C'est vraiment une question d'équité que tout ça se soit disponible pour des citoyens qui n'ont pas nécessairement l'opportunité ou la voiture ou autre de partir, d'aller dans les Laurentides ou de faire une activité plus lointaine. Donc, merci pour ce que vous faites. Il nous reste encore une petite dizaine de minutes. Vraiment, n'hésitez pas, même que ce soit sur tous Si vous avez aussi eu des réussites, j'en suis sûr, parce que vous avez mis en place quelque chose qui a été un succès et qui vous a permis de maintenir quelque chose qui pouvait être plus compliqué, n'hésitez vraiment pas à en parler ou des questions. On est encore là pour ça. Ben, moi je reviendrai peut-être sur le point de tantôt, mais je pense que c'est effectivement important de s'adapter dans un contexte multi-activité là, à ce que la nature va nous donner. Dans une optique plus territoriale, peut-être, là, on a quand même la chance avec ce projet-là de travailler sur une zone qui est quand même assez localisée. Ça pourrait être intéressant de regarder les possibilités sur le territoire d'ancrer ou d'assurer certaines activités. Puis là, moi, je parle évidemment un peu pour ma paroisse avec le ski de fond, mais pour tous les réseaux de ski de fond qu'il y a sur l'île de Montréal, il y en aurait peut-être un ou deux qui ont des potentiels plus grands pour justement permettre, Frédéric en parlait tantôt, mais de l'enneigement artificiel ou d'autres solutions technologiques pour au moins avoir, beau temps, mauvais temps, des zones refuge où on se dirait, bon, ben, ça ne marche pas à Frédéric-Bac, par exemple, mais aux Amis de la Montagne, sur le Mont-Royal, ça marche mieux. Puis on sait que quand on va aller aux Amis de la Montagne, on va avoir une plus grande couche de neige, puis ça va nous permettre de faire notre activité pareille. Donc, je pense qu'il y a un peu de tout ça. Oui, être capable de s'adapter, aller faire une autre activité quand on fait du multi-activité, mais aussi quand on regarde le territoire global, de se dire, est-ce qu'il y a des zones où je pourrais cristalliser mon activité puis m'assurer qu'elle va être possible une majorité de temps puis que je vais être moins sensible à ces aléas-là. Parce que demain, en 2027, ça ne sera peut-être pas un problème, mais il faut vous projeter dans le temps, puis un jour, ça va probablement être plus grave. Si on commence tout de suite à s'adapter, ben on va être en meilleure posture plus tard. Oui, mais tu as raison, c'est aussi important cet aspect-ci. Je te dirais de cibler des sites refuges. C'est quand on parlait de protocole, de plan B, de plan C, c'est aussi penser à ça, à la possibilité aussi de se dire, ah oui, à tel endroit, pas trop loin, on a peut-être la possibilité de maintenir l'activité. Et ça, c'est sûr que c'est toujours un choix, hein. Je pense qu'on a tous vécu des activités qu'on a annulées, et c'est vraiment pas le but de ça, c'est d'essayer d'avant l'annuler, d'avoir le protocole et de se dire, dans ces conditions-là, il y a peut-être moyen qu'on aille chercher telles conditions de neige, d'enneigement, parce que là on parle de ski de fond, pour essayer quand même de maintenir l'activité. L'idée, c'est toujours d'essayer de la maintenir au mieux
Donc c'est sûr que ça demande de cibler aussi, peut-être même d'interagir. C'est aussi le but aussi de ce projet, bah, de s'entraider. Parce qu'on est tous un peu dans la même galère, entre guillemets, et bah, pouvoir se référer et de savoir que bah, là, il y a peut-être des possibilités de ski ou autre, bah, c'est aussi ça. C'est aussi dans cet ADN-là que le projet a été fait. Pour ça, n'hésitez pas hein, après à vous échanger les, je perds mes mots. Ah, vos coordonnées, voilà. Oui, Marie-Hélène. Ah, il y avait peut-être Alexandre avant, je sais plus. Oui, Alexandre, oui. Je te prends tout de suite après. Désolé. Alexandre, oui? Ben oui, ben, en fait, c'est juste pour rebondir un peu sur ce que Simon a dit, là, puis aussi ce que tu viens de mentionner. Là. Ben, en fait, moi, je voudrais savoir, c'est quoi la prochaine étape en fait? Après ce projet, ben, d'aller présenter, c'est Mhm. quoi qui vient après, là, en ce moment, là, à partir d'aujourd'hui? Eh ben, c'est super que tu en parles, comme ça permet d'introduire les choses. Il y a deux étapes essentielles. Nous, on a essayé, tu vois, on a mis en place cette formation pour essayer vraiment de dialoguer et de rentrer plus dans le Mhm. détail. Alors, ça peut être une étape hein, qui va arriver. On va de toute façon vous tenir au courant par le biais. Il OK. va y avoir la présentation. Mais surtout, tu sais, c'est une autre étape simple, et c'est aussi le but là, de cette rencontre-là, c'est que vous vous échangiez aussi bah, des coordonnées. Je pense que vous êtes là aussi pour alors, on peut réseauter, on Mhm. a tous des problématiques. Peut-être qu'il y a des problématiques qui sont plus marquées pour toi avec un autre organisme et qui peuvent matcher plus facilement que d'autres réalités. Donc vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas. Marie-Hélène? Oui, ben, je voulais juste dire que, tu sais, nous aussi, à la salle, j'abonde pas mal dans tout ce qui a déjà été dit, là. À la salle, on a adapté notre programmation, là. Moi, ça fait 5 ans qu'on offre des activités de pré-d'équipement, puis l'hiver, j'adore le ski de fond, étant moi-même un amateur de ski de fond, mais tu sais, j'ai réduit un peu le nombre d'activités de ski de fond pour diversifier un peu plus mes activités avec aussi du fight bike, parce que le fight bike, bon, j'ai moins besoin ça peut se faire, bon, c'est plus fun quand il y a un peu de neige, tout ça, mais ça peut quand même se faire là, dans des conditions moins optimales. Puis je suis d'accord aussi, il faut éviter d'annuler, là. Moi, c'est vraiment très rare, là. Ça a été la première fois cet hiver, en fait, j'ai pas annulé, j'ai reporté la fin de semaine où il a fait le fameux -40, puis c'était vraiment à la demande des gestionnaires, vraiment au-dessus de moi, là, qui ont dit, nous, on veut. Mais autrement, je tente de, parce qu'il y a quand même une habitude qui se crée chez les gens, fait que si je me mets à annuler, ils viendront plus. Puis j'ai fait des cours d'initiation de ski de fond avec la Fédération de ski de fond puis de ski de fond Montréal, des fois dans des conditions, c'était pas optimal. Tu sais, le fond est parfois glacé, mais on est dans un contexte d'initiation où les gens viennent 1 heure essayer, puis ils vont pas tellement sur la piste. C'est vraiment, on a juste besoin d'un petit carré de neige là, où on fait l'initiation. Donc, effectivement, il ne faut pas à tout prix euh, annuler, et vraiment l'annulation est en dernier recours. Puis je pense que vous l'avez déjà dit, je voulais juste être sûre, on va pouvoir avoir accès à la présentation, puisqu'on aurait accès aussi aux outils, comme vous avez parlé d'une grille d'analyse pour se baser notre décision. Je trouve ça intéressant. On pourrait s'inspirer puis en créer une pour nous, là. Euh, Oui, pour répondre à ta question, Marie-Hélène, il y a vraiment cette idée-là. Il y a un rapport, et puis je pense que pour la suite et la continuité, peut-être que Aude va prendre aussi la parole derrière pour parler de ça. Mais oui, la présentation, tu auras accès, et puis la grille, tu sais, on va essayer de le mettre. De toute façon, on va essayer de mettre tout ce qui va être sur notre propre site, ce contenu-là, et d'essayer d'apporter ça, que vous l'ayez un peu plus, et puis on va essayer d'avoir ce suivi-là avec vous. Hein, c'est vrai on y a pensé, mais on n'a pas encore vraiment cristallisé tout ça entre nous, mais il va y avoir cette idée-là. L'idée, c'est aussi de puis transmettre. aussi, je reviens un peu à ce que je disais aussi, là, les fournisseurs doivent aussi s'adapter. On a des Mhm. fournisseurs qui le font, qui peuvent nous offrir un plan B. Je pense à Siva avec le ski de fond adapté, ils ont un fauteuil tout-terrain. Mhm. Mais par exemple, des fournisseurs de raquettes, ben, ils ne vont pas m'offrir systématiquement des crampons, tu sais. Donc ça aussi, ça serait une adaptation, là, je pense, des fournisseurs aussi, de pouvoir offrir, diversifier leur offre aussi. Merci Marie-Hélène. Aude, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, bah merci aussi pour tous ces partages. Je me nourris beaucoup de tout ce qui a été dit aujourd'hui. C'est sûr que moi, je prône en faveur du plein air urbain. La chance qu'on a à Montréal, c'est qu'il y a quand même une diversité d'activités, tu sais, qui sont offertes sur l'île de Montréal. On l'a vu au travers même des partenaires, des personnes qui sont présentes là aujourd'hui. Donc, c'est sûr on va vouloir maintenir ces activités-là. On va vouloir faire en sorte qu'il y ait toujours cette diversité-là. Je pense qu'on a de plus en plus de questions à se poser, d'où justement le travail que vous avez fait au niveau de plein air interculturel. Donc, ben, ça m'amène plusieurs réflexions, mais entre autres, je voulais juste ramener aussi que je pense que cette réflexion-là que vous aviez eue de déposer le projet, tu sais, avant même qu'on lance Ensemble pour l'île, qui était le soutien financier là,
Ça avait émergé aussi d'une rencontre de concertation des acteurs du plein air que Slim coordonne, qui était en mai 2024, qu'on avait fait justement sur la thématique des changements climatiques, parce qu'on sentait un besoin, on voyait que ça commençait à être de plus en plus urgent. Et au travers de ce que j'entends, il y a encore beaucoup de besoins de partage, d'échanger. Donc, je pense que Robin, ce que tu proposes, effectivement, qu'il y en ait certains qui puissent échanger des coordonnées et peut-être s'aider, s'entraider au travers de ça peut être intéressant. Moi, je ramène l'idée aussi peut-être que dans nos prochaines rencontres de concertation plein air qu'on organiserait, ce sujet-là, on avait déjà en tête qu'il faudrait qu'il soit réabordé à nouveau. Alors, on a des thématiques souvent, on a des choses qu'on sait qu'on va vouloir travailler. Bon, là, on a déjà quand même planifié un peu des choses pour le mois de mai qui est la prochaine, mais moi, je ressens encore un besoin, puis je pense que ça serait quelque chose aussi à réfléchir pour se rasseoir ensemble, peut-être sur cette thématique-là, et de réfléchir à des besoins communs, des choses qu'on voudrait faire peut-être avancer plus spécifiquement, puis voir en fait qui sont les partenaires qui peuvent faire avancer ou qui font déjà avancer certaines choses, parce que c'est peut-être ça qu'on n'a pas encore nécessairement. Puis j'ai pas en tête tout ce que vous avez fait comme travail. Là, vous avez déjà colligé beaucoup d'informations qui vont se retrouver dans votre formation. Mais je sens qu'effectivement, au niveau du collectif, il y a un besoin plus grand, effectivement, de pousser cette thématique-là et de voir par quel levier on peut essayer de faire avancer les choses, en fait. Donc, voilà. Merci. Merci pour ça. Dany, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, en fait, c'était juste pour complémenter ma collègue Marie-Hélène. Nous aussi, on fait de la programmation hivernale. Nous aussi, on a fait affaire avec le SIVA, puis justement, ce qui est le fun, c'est on l'avait organisé, puis ça avait été la fameuse grosse tempête de neige, que personne ne pouvait bouger dans les rues, personne ne pouvait marcher sur les trottoirs. Et puis, évidemment, bon, j'ai appelé l'organisme dire ah, ben là, il va falloir annuler. Non, 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 nous, on n'annule pas, on vient quand même parce que la patinoire, nous, on a la patinoire bleu-blanc-rouge, donc un arrondissement qui est réfrigéré, donc elle était d'excellente qualité. Fait que nous, c'est juste que les gens, il faut qu'ils se déplacent vers, mais eux, ont eu aucun problème, ils sont venus, ils ont patiné. Fait que j'ai trouvé ça vraiment le fun, que justement, ils ne se sont pas limités à cause justement de des fois de ces des conditions climatiques qu'il peut y avoir comme ça. Même chose pour le ski de fond. Moi, j'ai pogné aussi, j'ai eu des journées qui faisaient quasiment moins 30. J'ai pas annulé l'activité, puis j'ai plusieurs personnes qui se sont présentées. Donc, c'est là que je vois que justement, peu importe le degré à l'extérieur, les gens vont quand même profiter des activités. Donc, c'est ça, mais effectivement, il y a aussi beaucoup je pense, d'éducation à faire auprès des parents, parce que là, au niveau, je parle des sports d'été, là, que ce soit soccer ou baseball, quand il fait des 30 degrés, là, là, les pratiques, on voit, les pratiques ne sont pas annulées, mais là, on arrive au terrain, puis il y a comme 3 jeunes. Bon, OK. Parce que les parents décident de les garder à la maison, des piscines, de faire autre chose. Fait que je suis comme, bon. Fait que non, c'est ça. C'est parce qu'on a beaucoup de questions. Là, ben là, c'est annulé, c'est annulé. Non, non, c'est juste qu'on prend plus de pauses d'eau. Tu sais, on est conscient, les gens, ils pensent pas. On va pas faire courir les jeunes pendant 1 heure de temps à 30 degrés. Là. Tu sais, on fait plus de pauses d'eau, on a des serviettes mouillées, on a plein de solutions, plein de choses autour. Tu sais, des fois, on a des jeux d'eau qui sont à proximité. Fait que, tu sais, on a toutes sortes de choses qu'on utilise justement pour pallier à ça, mais c'est ça. Des fois, les gens ne réalisent pas. On s'en occupe, là, c'est la sécurité, la santé des enfants, d'abord et avant tout, des adultes aussi. Là. Donc, c'était ça mon petit commentaire. Merci, Denis. Mais c'est vrai que déjà d'avoir mis en place plein de solutions comme ça pour essayer de maintenir l'activité, de rafraîchir et de maintenir la santé, c'est important. C'est vrai que la communication aussi, des fois, peut être vraiment le petit plus qui va faire que les gens sont rassurés, de savoir qu'il y a tel jeu d'eau, des serviettes et tout ce que tu mentionnais. Ça aide forcément aussi à des fois maintenir. Mais oui, c'est vrai. Pauline, j'ai vu, tu veux prendre la parole? Oui. Oui, je voulais juste te remercier, Robin, pour la présentation qui est hyper claire. Je fais mon stage de maîtrise de fin d'études à l'AEQ. Et du coup, ta présentation, voilà, je voulais juste te remercier parce qu'elle était hyper claire. Et puis moi, ça me permet d'approfondir ma compréhension des enjeux à l'échelle internationale. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Et d'avoir aussi tous ces professionnels au Québec, du coup, d'avoir un aperçu de tout ce qui se fait au niveau des outils et de la manière de voir les choses. Voilà. Je voulais juste te remercier pour ça. C'est hyper intéressant. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, j'espère, oui, que ça a l'air de t'avoir plu. Donc, merci pour ça. Puis voilà, je ne sais pas quoi te dire. Antoine? Oui, il y a une chose,
sûr qu'il va devoir changer à un moment donné. Vous savez comment que ça marche, là, le courant jet qui fait des espèces de méandres là, maintenant, là, qui ne se faisaient pas autrefois. Avant, le courant jet était comme plus régulier. Maintenant, ces grandes méandres font qu'on a des extrêmes de climatique. Il va neiger au Texas à un moment donné, puis il va y avoir des feux de forêt immenses dans le Grand Nord, dans le Duc du Yukon. Alors, ça fait des. Puis on les subit, ces extrêmes-là. Puis ça commence tôt dans la saison, puis ça finit tard aussi. De sorte qu'on peut avoir des saisons qui commencent dès le mois de novembre, qui sont skiables ou même patinables. Et puis, ça va arriver même, bon, de ce temps-ci, on va peut-être avoir un retour de l'hiver. Ça peut arriver dans le cadre de ces extrêmes de saison. Mais ben, c'est peut-être pas Montréalais, là, mais on voulait aller au parc Kilkenny. Ben, la piste de ski de fond au parc Kilkenny est fermée là, depuis un bout, là, il n'y a pas longtemps. Au lac Gall, aussitôt que la neige sèche a fini, ben, les sentiers de ski nordique ont fermé. J'aurais écrit, j'aurais dit, ben, c'est encore skiable. Je veux dire, on n'a pas, même si la neige est printanière, même si c'est de la granuleuse fondante ou même durcie, c'est quand même des conditions auxquelles on peut s'adapter, tu sais. Puis, mais ça, c'est quelque chose que les fournisseurs de plateaux d'activité vont devoir considérer. C'est que la saison est bien changeante. Elle peut aussi commencer tôt. Oui, elle est rétrécie dans le temps à cause des températures, mais d'un autre côté, à cause de cet effet-là, des espèces de méandres du courant jet, à ce moment-là, on a des bouts de saison qui nous apparaissent un peu partout, que ce soit des bouts de saison suivante ou ben donc de la saison précédente. Les entre-saisons sont rendus bizarres maintenant. Alors que les calendriers qui sont proposés par ces fournisseurs de plateaux, ben, ils ne correspondent pas à cette réalité-là. On dirait qu'ils correspondent à une ancienne réalité. En tout cas, ça correspond peut-être, là, je parle d'exemples là, qui sont en dehors de la ville, Kilkenny qui est à Saint-Calix, puis Lac-Gall qui est à Bromont, mais ça pourrait être tout aussi valable pour des organisations montréalaises. C'est ça, Antoine, tu refais, enfin, tu sais, tu mets en lumière, en fait, quelque chose dont on parlait. Déjà, la soudaineté, essayer de profiter, c'est toujours compliqué, mais de profiter bah, quand le moment est optimum, comme nous, on le ferait en tant que pratiquant, pratiquante, bah, dès que les conditions sont là, on essaye de les faire. Mais c'est vrai que de l'autre côté, côté organisation, bah, le fait que les saisons, on est toujours sur un, comme tu le disais, un calendrier de saison un peu classique, avec bah, tel moment. C'est vrai que ça revient à questionner ça, à questionner la mobilité de ces calendriers, à la fois en termes de communication, bah, pour que nous, bah, on se dise, participants, participantes, ah oui, l'hiver, c'est quand? À quel moment je vais pouvoir faire des activités? Ah, c'est quand? Bah, ça dépend un peu. Et en même temps, au niveau organisationnel, bah, de se dire, ah là, on a une ouverture, est-ce qu'on peut s'adapter? Mais c'est vrai que cette souplesse-là, organisationnelle, est compliquée aussi dans l'autre sens. C'est vrai qu'ouvrir toute une structure ou autre, bah, il y a des gens qui travaillent. Donc, c'est ça qu'il va falloir vraiment, effectivement, amener à travailler et à penser, c'est cette souplesse-là à l'avenir pour pouvoir être un peu plus adaptatif, tout simplement. Mais oui, tu mets en lumière ça. Écoutez, on est un peu sur la fin. On va prendre encore une ou deux personnes s'il y a besoin. Alors, moi, juste rapidement, quand tu parlais des. Là, on bat des records, nous, la patinoire bleu, blanc, rouge, là, qui est réfrigérée. Habituellement, on la ferme toujours à la semaine de relâche ou même avant. Et là, cette semaine, on la ferme ce dimanche. Donc, on va la fermer en même temps que je ferme ma patinoire intérieure, qui est juste à côté. Donc, ça c'est jamais arrivé. Donc, fait que ça aussi, c'est une façon aussi de s'adapter parce qu'on voit que oui, il y a des changements, mais on se dit, oh, il ne fait pas la nuit, on peut la maintenir le jour, on va peut-être la fermer quelques heures, puis après ça, la rouvrir, mais on a été capable de la maintenir, là, puis c'est très apprécié des citoyens là, en tant que tel. Là. Fait que, C'est voilà. prendre encore toujours, hein, prendre les bons créneaux de la nature, entre guillemets, qu'elle nous offre, c'est toujours gagnant, en fait. Je repense aussi à quelque chose qui est ressorti à nos consultations et des recherches que moi, je ne savais pas, pour tout vous dire. Sur les activités nautiques, par exemple, il y a souvent des problématiques de vent. Bah, de se dire que les activités nautiques sont très tôt le matin, bah, statistiquement, c'est là où il y a le moins de possibilités qu'il y ait du vent. Donc,
positionner ces activités à des moments où on sait que ça va être gagnant ou qu'on a plus de possibilités, bah, c'est une façon de s'adapter et c'est une façon de maintenir l'activité pareil. Et des fois, de savoir se dire, ah bah là, j'ai un créneau, je le prends. Ça, c'est gagnant, c'est sûr. Une dernière, peut-être, puis après, je laisserai peut-être à Adrien le mot de la fin, mais est-ce qu'il y a une dernière prise de parole? Non? Bah, écoutez, c'était un plaisir. Je vais laisser Adrienne prendre le mot de la fin alors. Oui, ben merci à tous et à toutes de votre présence et de votre participation. C'était vraiment intéressant d'avoir tous vos retours et pour toutes les observations aussi qui ont nourri ça. Donc, on va vous envoyer la présentation et le PowerPoint et on va vous tenir au courant sans faute pour la suite du projet. Alors, merci beaucoup pour votre présence. Merci à Robin et à Mésia puis à tous. Merci encore. Merci à tous et à toutes. Merci, bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Bonne fin de Bye. journée. Bye. Au revoir. Au revoir.